Conseil des ministres aujourd'hui au palais présidentiel. Au nombre des décisions prises, l'organisation des élections régionales et municipales le 24 février 2013. Les greffes de reins désormais possibles en Côte d'Ivoire, une intervention chirurgicale réalisée par des médecins de l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Enfin, la crise malienne, le président français François Hollande demande une intervention militaire africaine dans le nord du Mali. Bonsoir et bienvenue à cette dernière heure d'information sur RTI 1. Direction tout de suite le palais présidentiel pour revivre le Conseil des ministres qui s'est tenu aujourd'hui. Entre autres décisions, le Conseil s'est prononcé pour l'organisation d'un scrutin complet le 24 février 2013. Il s'agit des élections régionales et municipales, le dernier scrutin donc, dans le cadre du processus électoral en Côte d'Ivoire. Reportage Jérôme Kofi Aboula. Les Ivoiriens, bientôt à nouveau aux urnes. Rendez-vous pris le 24 février 2013, une des décisions du Conseil des ministres de ce mercredi 26 septembre 2012. 24 février 2013, un jour pour deux scrutins. Les élections régionales et municipales. Au dire du porte-parole du gouvernement, ce système de couplage des élections adopté par le gouvernement en accord avec la commission électorale indépendante pour ce prochain rendez-vous électoral n'est pas sans avantage. Il fallait bien que la décision soit prise de façon officielle, donc elle est désormais prise, décision de coupler les élections municipales et régionales. Et sur proposition de la CEI, la date de tenue de ces élections a été fixée au 24 février 2013. Donc couplage parce que cela présente des gains de temps dans la mise en œuvre. Cela permet surtout une mise en œuvre plus diligente de la politique de décentralisation de l'État. Le chef de l'État tient à ce que cette politique se fasse de la meilleure façon, parce que cette politique apporte du développement dans nos régions, apporte du mieux-être à nos populations. Et malheureusement, les délais trop longs qui ont été mis jusqu'à maintenant n'ont fait que retarder la mise en œuvre de cette politique de décentralisation. Donc il fallait bien accélérer le rythme. Et donc le couplage de ces élections rentre dans ce cadre-là, accélérer le rythme pour permettre à cette politique de décentralisation de s'exercer au profit de nos populations. Les élections couplées pour le choix des représentants régionaux et municipaux du 24 février prochain constituent la dernière étape du processus électoral conformément à l'accord politique de Ouagadougou. Ces élections succèdent donc aux législatives qui se sont déroulées quelques mois après le scrutin présidentiel de novembre 2010 qui a vu la victoire du président Alassane Ouattara. Les audiences du Premier ministre ivoirien, Jeannot Ahoussou-Kouadio, a reçu hier des hommes d'affaires spécialisés dans le domaine du cacao et des mines. Les échanges ont porté sur les investissements qu'ils entendent effectuer pour contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Ce sont des hommes d'affaires du groupe Kraft Food qui ont été reçus par le Premier ministre Jeannot Ahoussou-Kouadio. Ils ont échangé sur la possibilité d'investir encore plus en Côte d'Ivoire. Nous avons investi plusieurs fois en Côte d'Ivoire, nous investissons en Côte d'Ivoire. Nous achetons beaucoup de cacao de la Côte d'Ivoire. Et nos intentions sont d'aller beaucoup plus loin, donc en investissant dans les programmes de développement des communautés qui produisent le cacao, mais aussi dans l'appui technique des producteurs de cacao à travers nos partenaires commerciaux qui sont les exportateurs et les négociants de cacao ici en Côte d'Ivoire. Après ces hommes d'affaires spécialisés dans le domaine du cacao, le Premier ministre Jeannot Ahoussou-Kouadio a échangé avec les responsables du groupe Mancha Resources, une structure qui vient d'acheter la société des mines d'Iti, et elle entend accroître la capacité de cette société dans la production d'or. Ces hommes d'affaires qui étaient accompagnés des ministres Dosso Moussa de l'Industrie et Adama Tounkara des Mines et de l'Énergie, après leurs échanges avec le Premier ministre Jeannot Ahoussou-Kouadio, ont rassuré qu'ils rencontreront des hommes d'affaires ivoiriens pour le développement de leurs activités. Séance de travail entre les leaders religieux nationaux et le ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko. À l'ordre du jour, les questions de sécurité et de paix en Côte d'Ivoire. Tout de suite, le témoignage de Abou Sanogo.
Réunis au sein d'un cadre de concertation, les leaders religieux nationaux, toutes confessions confondues, ont eu une séance de travail avec le ministre d'État, ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko. Selon le porte-parole du cadre informel, Monseigneur Alexis Touabli Yulo, président de la conférence épiscopale de Côte d'Ivoire, il s'est agi de faire un tour d'horizon des questions d'actualité, notamment les questions de paix et de sécurité. Nous sommes venus saluer un frère, mais aussi nous abreuver à la source de ce responsable, nous a donné des paroles qui sont de nature à nous aider à garder espoir et dire que la Côte d'Ivoire est en marche. C'est vrai, nous connaissons des difficultés, mais ce sont les difficultés de la croissance. Et nous, les leaders religieux, nous saurons trouver les mots qu'il faut pour aider notre peuple à ne pas désespérer. Parce que vous savez, un peuple qui n'espère plus est un peuple mort. Alors nous devons faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit toujours le pays de l'espérance. Et l'espérance ne déçoit pas. La Côte d'Ivoire continuera d'étonner les nations. Pour sa part, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur Ahmed Bakayoko leur a témoigné la gratitude du gouvernement. Il leur a demandé de faire en sorte que le cadre de concertation informelle qui regroupe toutes les confessions devienne un outil au service de la réconciliation nationale, de la sécurité et de la paix. Audience du ministre ivoirien en charge de la défense Paul Kofi Kofi accordée hier à l'attaché de défense du Canada, le colonel Guy Savard, accompagné de l'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire, Chantal de Varenne. L'officier supérieur canadien est venu parler de la reprise de la coopération militaire entre les deux pays. C'est l'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire, Chantal de Varenne, qui a situé le cadre de cette rencontre, à savoir présenter l'attaché de défense de son pays aux autorités ivoiriennes et parler de coopération militaire. Le colonel Guy Savard, qui est basé à Dakar au Sénégal et qui couvre 14 pays de l'Afrique de l'Ouest, a adressé tous ses encouragements aux autorités ivoiriennes pour l'énorme travail abattu dans la normalisation de la situation en Côte d'Ivoire. Il a été également question au cours de cette rencontre de coopération militaire. Je représente le Canada à ce qui a trait à l'Afrique de l'Ouest. Ainsi, si nous pouvons assister la République de la Côte d'Ivoire ainsi que la force militaire dans le développement professionnel et un retour avec la réforme militaire qui est engagée avec le livre orange, il va nous faire plaisir de vous assister dans ce domaine. Au nom du président de la République Alassane Ouattara, le ministre en charge de la Défense Paul Kofi Kofi a salué les efforts consentis par les autorités canadiennes pour soutenir et appuyer la Côte d'Ivoire en cette période post-crise. Le séjour du colonel Guy Savard se poursuit en Côte d'Ivoire où il est prévu des rencontres avec la hiérarchie des forces de sécurité et de défense. Et nous restons avec notre reporter Abou Sanogo qui a suivi aujourd'hui la rencontre entre les chefs Atchan et le chef d'état-major général des FRCI, le général Bakayoko. La chefferie traditionnelle et brillée s'engage ainsi à une collaboration franche avec les forces de sécurité afin de mettre fin aux actes de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. L'objectif de cette rencontre entre les chefs des 60 villages ébriés et le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire est établir le contact entre les deux entités. Le général de corps d'armée Zoumaïla Bakayoko a engagé les chefs Atchan à sensibiliser leur jeunesse afin que celle-ci s'éloigne des auteurs des manœuvres de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Il appelle à une collaboration franche entre chefs Atchan et forces de sécurité. Nous avons donc demandé à ce que ces populations collaborent parfaitement avec les forces républicaines de Côte d'Ivoire, de sorte à ce que nous puissions agir pour endiguer toutes les menaces de déstabilisation que nous avons pu constater par-ci ou par-là. Ensemble avec eux, nous allons faire en sorte que nous puissions sensibiliser nos populations, sensibiliser la jeunesse pour que tout un chacun s'inscrive dans cette dynamique de réconciliation qui est lancée aujourd'hui par le gouvernement et faire en sorte qu'on donne dos à la violence, tant entendu que ça n'amène nulle part. Les chefs Atchan ont exprimé leur soutien aux forces républicaines de Côte d'Ivoire. Leur vœu est que la Côte d'Ivoire sorte du cycle de violence.
C'est une collaboration dans l'intérêt de la paix de toute la Côte d'Ivoire, la paix sur la région d'Abidjan et la paix entre tous ceux qui vivent dans nos régions. Voilà, les chefs sont des auxiliaires de l'administration, donc ils ne peuvent pas se dérober devant leurs responsabilités. Ils ont besoin d'être sécurisés, mais eux aussi ont besoin de collaborer avec tous ceux qui s'occupent de sécurité. Le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, entamera dans les prochaines semaines une tournée de sensibilisation dans les villages ébriés du district d'Abidjan. Conférence de presse de l'Union démocratique citoyenne organisée au siège du parti. Objectif, préparer le 3e congrès de l'UDC le 13 octobre prochain. Ce congrès va donc permettre d'élaborer la stratégie politique du parti. La conquête du pouvoir d'État à l'épreuve de la fracture sociale. Enjeux et stratégie pour l'UDC. C'est le thème du 3e congrès de l'Union démocratique et citoyenne UDC. Le parti veut donner au peuple ivoirien une nouvelle raison d'espérer à travers de nouveaux schémas de reconstruction économique, sociale et culturelle. Cependant, l'UDC ne dissocie pas la conquête du pouvoir d'État et la recherche de la cohésion sociale. Les membres du comité préparatoire du congrès se proposent donc de définir les axes stratégiques et les actions à mener sur le terrain pour atteindre ce double objectif. Oui, tenir ce congrès est effectivement une contribution. C'est pourquoi l'UDC pense qu'il est temps que les institutions politiques puissent travailler comme il se doit pour jouer leur rôle. Le rôle d'opposant, mais d'opposant dans l'intelligence et dans la construction de la nation. Les activités du congrès s'organisent en 3 phases, notamment la phase d'exécution. Cette phase connaîtra la cérémonie d'ouverture prévue le 13 octobre 2012 et la cérémonie de clôture du congrès avec pour intermède plusieurs travaux en commission. Les greffes de reins, je vous le disais il y a quelques instants, sont désormais possibles en Côte d'Ivoire. Des médecins ivoiriens ont réalisé des greffes de reins les 24 et 25 septembre dernier à l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Cette nouvelle donne de l'espoir aux nombreux malades du rein en Côte d'Ivoire. Rappelons qu'elle intervient également après un décret signé par le chef de l'État Alassane Ouattara autorisant la réalisation de ce type d'intervention chirurgicale. Et on en parle avec l'enseignant Ouattara. Institut de cardiologie d'Abidjan, dans l'une des salles d'observation, un patient peu ordinaire, Baou Eric, médecin. Il vient de subir une greffe du rein. Tout comme lui, Kone Sanga, malade depuis 2010, a été également greffé du rein. Ces interventions sur les 2 hommes grâce à des donneurs apparentés est une initiative du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida en collaboration avec des partenaires extérieurs. Nous venons d'assister à une grande première en Côte d'Ivoire en matière de prise en charge des maladies du rein. Vous savez que la Côte d'Ivoire fait partie des pays de l'Afrique subsaharienne qui a un fort taux d'insuffisants rénaux. Et la prise en charge est tellement difficile et se limite actuellement aux dialyses. On n'a même pas suffisamment de générateurs pour prendre en charge la centaine de malades qui en a besoin. Aujourd'hui, nous avons franchi un pas, un énorme pas. Nous avons fait la première greffe rénale. Elle a eu lieu le 24 septembre avec succès et le lendemain, une deuxième greffe aussi avec succès. Nous sommes venus célébrer la science. Nous sommes venus célébrer l'excellence. Mesdames et messieurs, chers Ivoiriens, l'espoir est permis en matière de prise en charge des maladies du rein. Avec ces 2 greffes, la Côte d'Ivoire devient ainsi le premier pays d'Afrique francophone à réussir cette prouesse. Cette thérapie permettra de réduire le nombre de patients obligés de se rendre à l'étranger pour bénéficier de transplantations rénales. En image et toujours au chapitre santé, ce don de matériels médicaux au centre hospitalier universitaire de Cocody et de Trècheville. C'est une action effectuée hier par la Société pétrolière canadienne internationale. La structure veut ainsi soulager les établissements sanitaires ivoiriens qui manquent d'équipements nécessaires à la prise en charge des malades. C'est demain, jeudi 27 septembre 2012, que la communauté internationale célèbre la Journée mondiale du tourisme. Le thème retenu cette année est « Tourisme et énergie durable, promouvoir le développement durable ».
Dans ce journal, le message du ministre ivoirien du Tourisme, Charles Aké Achimon. Selon l'Organisation des Nations Unies, la population mondiale va passer de 7 milliards d'habitants à ce jour à environ 10 milliards de personnes en 2050. Cette explosion démographique va s'accompagner d'une destruction massive, voire de la disparition des ressources naturelles si rien n'est fait. L'épineuse question du développement durable interpelle donc les experts et acteurs de tous les domaines d'activité dans le tourisme. C'est donc à juste titre que la 32e journée mondiale du tourisme porte sur le thème tourisme et énergie durable, propulser le développement durable. Le tourisme n'est pas en marge de cette question essentiellement environnementale. Ce sont plus de 980 millions de personnes qui ont voyagé à travers le monde en 2011 et ce chiffre devrait dépasser le milliard d'ici la fin de cette année. Aussi, la communauté touristique internationale a-t-elle décidé d'agir vite, d'autant plus que le tourisme constitue un moteur de développement économique incontournable. Pour le gouvernement de Côte d'Ivoire, le thème de cette 32e journée mondiale du tourisme cadre bien avec la vision du chef de l'État. Le gouvernement ivoirien saisit l'occasion de cette commémoration pour affirmer la vision du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, d'inscrire le tourisme dans le sillage du développement durable qui devra permettre de hisser la Côte d'Ivoire au rang des pays émergents à l'horizon 2020. L'objectif visé par le gouvernement, en s'inscrivant dans la commémoration autour du thème retenu cette année, est de sensibiliser la population sur l'utilisation rationnelle des énergies propres dans toutes les activités d'intérêt touristique pour le développement durable. Le ministère du Tourisme s'y est déjà engagé en privilégiant les activités d'écotourisme et du tourisme vert. Le gouvernement invite donc les entreprises et les populations à lui emboîter le pas en plaçant le tourisme au cœur des économies fondées sur une énergie propre. Installation officielle aujourd'hui à la primature du comité d'orientation du Centre d'information et de communication gouvernementale, le CICG. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre de la Communication, Diakité Koti Souleymane. Tout de suite, le compte-rendu de Alexis Ouedraogo. La maîtrise de l'information est un pouvoir et la gestion de l'information gouvernementale un exercice plus délicat. Le CICG, Centre d'information et de communication gouvernementale, l'a bien compris et œuvre depuis 2004 à distiller une information de qualité. C'est d'ailleurs la motivation du décret pris le 6 juillet dernier par le président ivoirien Alassane Ouattara qui vient ainsi renforcer cette structure avec le comité d'orientation. Le présent décret renforce le statut du CICG et traduit également la volonté du gouvernement de faire de la gestion de l'information et de la communication un levier important d'efficacité de l'action gouvernementale. Président de ce comité, le ministre de la Communication, Diakité Koti Souleymane, a souligné que le changement du statut du CICG marque la volonté du chef de l'État et celle du gouvernement de renforcer la communication institutionnelle. Sa mise en place procède du décret de création du CICG et résulte de la volonté du chef de l'État de s'assurer de la conformité des actions du CICG avec la politique générale du gouvernement. Représentant le Premier ministre, le ministre d'État, ministre de l'Industrie, Moussa Dosso, a précisé la responsabilité qui échoit au comité et à son premier responsable, qu'il a d'ailleurs engagé au suivi des objectifs assignés à la structure. C'est en effet au prix d'une bonne communication que les actions en vue du développement socio-économique, de la paix et de la cohésion sociale se feront voir, sentir et apprécier par tous. Le CICG, il faut le noter, se veut plateforme interactive d'échange et d'information entre le gouvernement et la population. On poursuit cette édition avec ce séminaire de formation des journalistes spécialisés dans la couverture des activités du Parlement. C'est une initiative de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Il s'agit de transmettre aux journalistes ivoiriens les mécanismes nécessaires à un meilleur compte-rendu des activités de l'Assemblée nationale. Victorine Yaoyoboué, reportage.
Comment rendre accessibles les décisions du Parlement aux populations? C'est le souci de l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire et pour ce faire, la chancellerie américaine a entrepris la formation des journalistes spécialisés dans la couverture des activités de l'Assemblée nationale pour qu'ils soient au fait du vocabulaire et des principes parlementaires, ce qui va faciliter leur compte rendu des empoignades à l'hémicycle. Cette formation présente un double intérêt. Un intérêt pour le parlementaire lui-même, qui doit savoir que quand il dit quelque chose, cela doit être relayé, donc il doit le dire de la meilleure façon possible, et un intérêt pour le journaliste qui doit savoir qu'on ne peut pas dire de la même façon qu'on dit les choses que le citoyen lambda dit, les choses que le député dit. Et donc il y a des principes à respecter et pour pouvoir faire comprendre le message comme le législateur l'a dit. Parce que la loi a un esprit et la loi a une lettre. Et la lettre doit correspondre à l'esprit. Les journalistes formés sont venus de la radiodiffusion-télévision ivoirienne et des différents organes de la presse écrite. Abiba Dambélé Saoué, vice-présidente de l'UNJCI, l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, s'est félicitée de cette formation, avant d'ajouter qu'elle ne fera qu'améliorer le paysage médiatique ivoirien. Autre aspect de l'actualité nationale, ces négociations entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne pour un accord de partenariat de pêche. Le 6e protocole d'accord va prendre fin le 30 juin 2013. Les explications de Hugues Hervé-Blé. Les négociations sur les accords de pêche qui se tiennent depuis mardi à Abidjan donnent l'occasion à la Côte d'Ivoire et à l'Union européenne d'examiner les adaptations éventuelles en vue de renforcer la compréhension commune des problèmes. Les attentes des deux parties sont en effet nombreuses qui reposent sur la recherche permanente d'un équilibre entre l'effort de pêche et la productivité de l'écosystème. Mon souhait, c'est de pouvoir approfondir cette coopération dans le cadre de la réforme des accords de pêche qui a été décidée à Bruxelles au cours de l'année passée. Un partenariat renforcé, une meilleure gouvernance des accords de pêche, de façon à ce que notre contribution puisse davantage servir le secteur, par exemple dans les domaines de la surveillance et du contrôle. Développer une pêche responsable sur tous les océans et particulièrement sur les eaux territoriales, ce souci de la Côte d'Ivoire a été exprimé par le ministre des Ressources animales et halieutiques. Kobena Kwasi Adjumani reste convaincu que les négociations actuelles constitueront le point de départ d'une mobilisation de moyens plus conséquents pour y parvenir. J'ai demandé que l'Union européenne s'investisse pour aider la Côte d'Ivoire à surveiller ses eaux, surtout de façon satellitaire, et à nous permettre aussi de disposer de bateaux patrouilleurs pour aller à l'encontre de tous ceux qui viennent pêcher dans nos eaux. Les accords de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la Côte d'Ivoire arrivent à échéance le 30 juin 2013. Les négociations entamées à Abidjan en prévision de cette échéance s'achèvent ce mercredi. L'Union économique et monétaire ouest-africaine met à la disposition de la Côte d'Ivoire une enveloppe de 250 millions de francs CFA pour la rénovation de ses abattoirs. L'information a été donnée lundi dernier au cours d'une rencontre entre experts de l'institution et professionnels de la filière bétail et viande de Côte d'Ivoire. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire de l'Afrique de l'Ouest, a mis en place un projet de réhabilitation des abattoirs de ses États membres. Ce projet vise à améliorer les conditions d'abattage des animaux afin d'assurer une hygiène alimentaire aux populations. C'est dans ce cadre que des experts de l'UEMOA sont en Côte d'Ivoire pour rencontrer la Confédération des fédérations de la filière bétail et viande. Objectif, recueillir les priorités des professionnels du secteur. Priorités auxquelles devrait servir la subvention de 250 millions de francs CFA dégagée par l'UEMOA au profit de la Côte d'Ivoire. Effectivement, on a une enveloppe de 250 millions de francs CFA par État membre, qui va servir à mettre à niveau nos abattoirs et pour leur permettre de répondre aux normes sanitaires et d'hygiène et pour une meilleure commercialisation des viandes qui vont sortir de ces infrastructures-là. Elle est aussi l'expression d'une volonté politique qui donne un peu le cap à suivre par rapport aux États membres pour leur donner le signal qu'il est temps aussi d'investir dans ce secteur important
que constitue la filière bétail-viande. L'enveloppe de 250 millions est jugée dérisoire par les acteurs de la filière, vu l'étendue des besoins. C'est que la plupart des abattoirs de Côte d'Ivoire ont été construits avant l'indépendance. Leur réhabilitation nécessite donc des moyens conséquents, à l'image de l'abattoir de Port-Bouët qui a coûté plus d'1 milliard de francs CFA à l'État pour sa rénovation. Les acteurs de la filière bétail et viande de Côte d'Ivoire comptent profiter de la visite de l'abattoir de Boaké pour convaincre les experts de l'UEMOA de l'état de dégradation de nos abattoirs. La crise malienne au centre des préoccupations, le président français François Hollande demande une résolution rapide du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette résolution porte sur une intervention militaire africaine dans le nord du Mali, désormais occupé par des groupes islamistes armés. Devant ses compatriotes vivant à New York, le président français affiche de nouveau sa détermination à dénouer la crise au Sahel. Comme il a fait lors de la 67e Assemblée générale des Nations Unies, François Hollande appelle à une action urgente de la communauté internationale pour chasser les islamistes du Nord Mali. Il est possible que les Nations Unies, aidées par l'ensemble des puissances, puissent enfin engager une opération qui serait menée par les Africains eux-mêmes de reconquête du Nord Mali et faire en sorte que nous puissions éviter l'installation du terrorisme dans cette zone. Applaudi par le camp français, le message de François Hollande est mal accueilli à Bamako par les partisans des auteurs du putsch du 22 mars. Il dénonce une stratégie coloniale de partition du Mali. Autre obstacle auquel se heurte le volontarisme de François Hollande, l'attitude ambiguë des autorités algériennes. L'Algérie semble avoir convaincu le Niger de renoncer à envoyer des troupes au sein de la future force internationale. Nous avons estimé que pour régler cette crise, il faut passer par le dialogue. Il est très facile de rentrer dans la violence, mais extrêmement difficile de s'en sortir. À la une de la presse locale, la future force africaine qui doit intervenir au Nord Mali aura son quartier général à Bamako. Mais l'opération pourrait manquer d'efficacité si les soldats des pays directement concernés par la crise au Sahel n'y participent pas activement. Au Sénégal, c'est la commémoration dans la sobriété du naufrage du Joola. Les familles de victimes du naufrage du ferry le Joola se sont recueillies dans les cimetières près de Dakar et en Casamance. Le naufrage du Joola avait officiellement fait 1863 morts il y a 10 ans. Elle s'en souvient comme si c'était hier. Les images du naufrage du Joola défilent encore dans sa mémoire. Mariama raconte sa grande bataille dans les eaux de l'Atlantique contre la mort. C'était le 26 septembre 2002, quand ce navire sénégalais transportant 2000 personnes sombrait au large des côtes gambiennes. Il y avait un très gros nuage noir accompagné d'un vent très fort. On ne savait pas ce qui se passait. L'eau a commencé à envahir le bateau, tout le monde criait. Les lumières se sont éteintes et en quelques minutes, le bateau a chaviré. Mariama est l'unique femme parmi les 64 escapés de cette catastrophe maritime qui a fait officiellement 1863 morts. Enceinte de 4 mois au moment des faits, l'enfant qui a aujourd'hui 10 ans est surnommé bébé Joola. Sa naissance n'a pas réussi à effacer le traumatisme de sa maman. Plus les années passent, plus c'est dur. Chaque jour, c'est comme si c'était hier. Lorsqu'il y a une coupure d'électricité le soir, les images du navire reviennent en mémoire. Depuis 10 ans, Mariama a reconstruit difficilement sa vie avec ses 6 enfants. Elle vend du bois de chauffe et des légumes qu'elle tire de son petit potager. Son petit commerce ne lui permet pas de subvenir aux besoins de sa progéniture. Les autorités d'alors lui avaient promis de prendre en charge bébé Joola comme pupille de la nation, mais rien jusque-là. Que des promesses, personne, je dis bien personne, n'a jamais contribué à la prise en charge de mon enfant. Ce 26 septembre est un anniversaire de plus qui lui rappelle cette tragique nuit qui ne cesse de hanter son sommeil.
Malgré tout le long chemin qui lui reste à parcourir pour effacer les images de cette catastrophe de sa tête, elle espère y arriver un jour avec l'aide de ses enfants. En bref, les présidents du Soudan, Omar el-Béchir, et du Soudan du Sud, Salva Kiir, sont parvenus aujourd'hui à un accord partiel. L'accord prévoit notamment une zone démilitarisée à la frontière entre les deux pays. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée sur RTI 1. À demain. Bonsoir.